Retour au débat de France 24 avec ce début de semaine riche en ce qui concerne la politique française. On en parle avec Anita Hausser, journaliste politique à Atlantico, auteur d'Ennemis de 30 ans aux éditions du Moment, ce face-à-face qui n'a finalement pas eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Hélène Pilichowski, éditorialiste politique, également éditorialiste politique à Nice Matin, Var Matin, Claude Veil, et enfin Yves-Marie Cahn, directeur des études politiques à l'Institut ELAB. Et justement, on va débuter cette deuxième partie avec des sondages, ceux qui semblent porter François Fillon après sa très nette victoire hier au deuxième tour de la primaire où à nouveau plus de 4 millions d'électeurs ont participé. Eh bien, on le voit sur ces images. Un premier sondage Odoxa qui le met en tête du premier tour à 32%. Marine Le Pen loin derrière, 22%. Vous voyez François Hollande, lui, très très loin. Il n'est pas en troisième position, contrairement à ce que semble montrer cette image, mais il arrive en cinquième position derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et puis, autre sondage, Harris Interactive. Là, l'écart est beaucoup plus... Alors là, pardon, c'est le deuxième tour, 71-29 pour François Fillon. Là aussi, un écart très net en faveur de François Fillon. Autre sondage, Harris Interactive, cette fois, avec François Fillon qui distance toujours Marine Le Pen, mais de seulement 2 points, 26 contre 24 pour Marine Le Pen. Vous le voyez ensuite, Emmanuel Macron, roue dans roue avec Jean-Luc Mélenchon et François Hollande à nouveau en cinquième position, loin derrière. Et un second tour avec une même tendance, 67 contre 33, voilà, pour Marine Le Pen. C'est presque le score. Le même score. Fillon, au deuxième tour. Il est abonné de sa aux 67%. Yves-Marie Cahn, ça le place dans une dynamique de favori pour la présidentielle, François Fillon. Est-ce qu'il y a un effet d'optique là, avec ces sondages mesurés finalement conjointement avec les intentions de vote pour ce deuxième tour? Oui, alors ces résultats, ils illustrent avant tout la dynamique dont bénéficie François Fillon de par le résultat du premier tour de la primaire. Il faut bien préciser que ce sont des enquêtes qui ont été réalisées soit le jour du vote, donc soit hier, soit le jour qui a précédé, et qui ne prennent donc pas en compte les résultats du second tour, mais ceux du premier tour, qui constituent déjà une dynamique. Connaissance voilà, de la marge de victoire de François ceci étant dit, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur la victoire de François Fillon. Ça illustre quand même la dynamique, parce qu'il faut avoir quand même à l'esprit qu'il y a encore quelques jours, François Fillon, lorsqu'il était testé sur une hypothèse équivalente, était à 20%. Donc vous voyez, là, il est plutôt entre 26 et 32 ou 33, je ne sais plus quels étaient les chiffres exacts. Donc ça montre quand même, il y a un effet effectivement post-premier tour de la primaire qui le porte. L'enjeu pour lui, c'est de capitaliser sur ce socle électoral, parce que s'il n'envoie pas les bons signaux dans les jours ou dans les semaines qui viennent, ce socle électoral, il va s'éroder progressivement en fonction que les autres concurrents entreront eux aussi dans la campagne électorale. Et puis surtout, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ces sondages, il faut les lire en dynamique. C'est pas de la prédiction. On a bien compris de ce qui sera fait. Non, mais c'est important. La leçon est toujours garder quand même à l'esprit, parce qu'on a des exemples par le passé pour l'élection présidentielle, que les champions de l'automne ne sont pas forcément ceux du printemps. Donc il faut quand même rester très prudent par rapport à ces chiffres. On a vu aussi des prophéties autoréalisatrices. Plus on se rapprochait de la primaire, plus les gens qui ont vu Fillon décoller se sont dit, moi aussi, je voterais bien Fillon. Hélène Pilichowski, plutôt que le programme, est-ce que les gens n'ont pas finalement plébiscité un style comme Merkel, finalement, très libéral en économie, dans une époque agitée? Les gens louent plutôt son calme, finalement. Ils ne voient pas vraiment le programme. Ils louent le calme sans voir le risque de remise en cause des protections, des avantages. Je vous dirais les deux, c'est évident. Les deux, parce que même Nicolas Sarkozy l'a dit, Fillon, c'est Sarko sans Sarko, je vois, quelque chose comme ça. Il a dit. Donc non, le programme, c'est évident. Si vous voulez, si une certaine droite s'est précipitée pour voter, elle trouvait peut-être que François Fillon était quelqu'un de bien, tout à fait présentable, et qu'il avait la stature pour être président de la République, mais c'était aussi en raison de ce programme qu'il a énormément développé. Il a publié des livres, il était en campagne, il l'a rappelé, depuis 3 ans quand même, donc il l'a fait connaître malgré tout. Donc moi je crois que c'est un mélange heureux des deux, un mélange qui a pris. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit pas question d'affadir son programme. Le programme est très dur sur le plan économique, tout le monde l'a bien compris, si vous voulez, c'est pas la peine de répéter tous les éléments, évidemment. Mais donc pour lui maintenant, ce qui va être très difficile, heureusement qu'il a ce fort capital de départ, si vous voulez, mais pour mettre en œuvre, pour réaliser, attention, parce que évidemment, il va y avoir de fortes oppositions
même à l'intérieur de la majorité, qui va devoir unifier quand même autour de son programme. Voilà, donc les centristes, toujours François Bayrou qui joue le trouble fait. Et bien la majorité. Bon, voilà, donc la majorité, ça c'est compliqué. Et donc, s'il amende son programme, on va dire, ah ben ça y est, c'est fini, il lâche tout de suite. Donc tous ceux qui lui ont donné de l'élan, qui croyaient donc voilà en sa capacité de l'appliquer, ils vont dire, ah ben non, c'est horrible. Et d'un autre côté, si vous voulez, bon, il tient lui à le garder. Donc ça va être très compliqué. Il a une possibilité d'amender son programme, sans le dire, en renégociant avec l'UDI, puisque une des premières choses qui vont se passer, c'est ils vont la nouvelle direction du parti, c'est-à-dire sous la houlette de Bernard Accoyer, qui vient d'être nommé effectivement. Vous nous l'annoncez bien sûr. Qui vient d'être nommé en remplacement de Laurent Wauquiez. Ils vont réexaminer les investitures pour les législatives, parce que un des objectifs de François Fillon, qui n'a pas fait campagne sur le centre, va offrir des places à l'UDI. Oui. Ça, c'est plus que ce qu'avait consenti Nicolas Sarkozy. Ah mais Nicolas Sarkozy n'avait rien consenti, justement. C'était une des raisons pour lesquelles de la brouille avec Jean-Christophe Lagarde. De participer à la primaire. Donc Nicolas Sarkozy avait dit, on fait comme si de rien n'était, nous on y va tout seul. Ils ont fait des pré-investitures et ça va être remis en question. À partir de là, aujourd'hui, il y a une lutte au sein de l'UDI, mais l'UDI va dire, nous on voudrait faire un projet commun et donc on peut à peu près négocier et modifier un certain nombre de choses, parce qu'il n'y a pas que les 500 000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés ou qui devraient être supprimés. Il y aura d'autres signaux qui vont être donnés. Claude Veil, Hélène nous disait à l'instant, François Fillon n'a pas été élu que sur la forme, pour son style très calme, mais pour son programme libéral. Et un programme libéral qui parle à 4 millions d'électeurs, est-ce qu'il parle à 40 millions d'électeurs? Pour essayer de répondre à cette question, je crois qu'il faut faire un tout petit peu de sociologie électorale. Il y a un paradoxe extraordinaire dans cette élection. Un paradoxe qu'on ne soulignera jamais assez, c'est que au moment où toute la planète démocratique, en Angleterre, aux États-Unis, en France, est balayée par une grande vague populiste, anti-élite, anti-système, alt-right, comme on dit aux États-Unis, ou Tea Party, ou tout ce que vous voulez, Farage en Angleterre, c'est-à-dire on n'en veut plus de ces partis traditionnels qui ont échoué, qui sont mauvais. En France, ce vote, c'est exactement le contraire. C'est un vote pro-système, pro-parti, pro-élite. Il n'y a pas plus classique comme homme politique que François Fillon. Et il n'a pas du tout utilisé, très peu, les veines de la rhétorique populiste dont Sarkozy s'est abreuvé avec un échec total. Alors, il faut quand même comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment expliquer ce paradoxe? Les paradoxes ont une explication, mais c'est tout simple. C'est que les couches populaires auxquelles Sarkozy s'adressait ne sont pas allées voter. C'était le scrutin des CSP+. Si vous avez fait le tour des bureaux de vote comme moi, pas pour voter, mais pour regarder, c'était un public âgé, aisé, plutôt cultivé et urbain. Oui. C'est-à-dire le contraire de l'électorat populaire ou populiste, le populo, comme on disait dans les chansons d'avant-guerre. Donc, ce peuple-là, il n'a pas disparu. On n'a pas arraché un électeur à Marine Le Pen, quoi. Et voilà, mais ce peuple-là, il n'a pas disparu, il ne s'est pas volatilisé par miracle dimanche. Il attend son tour. Et il va y avoir, dans les mois qui viennent, une bagarre terrible, parce que ce populo, et je dis ça sans aucun sens péjoratif, il n'aime pas du tout le programme de Fillon. Il n'est pas du tout pour la retraite à 65 ans, la baisse des indemnités de chômage, 2 points d'augmentation de TVA, le déremboursement du petit risque en maladie, etc., etc. Il y a des sondages là-dessus. Alors là, c'est très très clair, le peuple français n'est pas converti au thatchérisme. Faut pas se la raconter. Donc, Fillon, qui est intelligent, c'est ça son équation. Et il va y avoir d'un autre côté une bagarre terrible entre, disons, le FN tendance Philippot et la gauche, pour s'adresser à ces couches populaires en leur disant, si vous voulez être protégé, si vous voulez défendre l'État-providence, si vous voulez défendre votre couverture maladie, votre couverture retraite, chômage, etc., votez pour nous, ne votez surtout pas pour Fillon. C'est ça qui va être l'axe de la campagne dans les mois qui viennent, et c'est une bataille qui n'est pas commencée en réalité. On va l'écouter justement, Florian Philippot, et on entendra Anita Hausser juste après. Il y a des choses terribles, économiques, sociales, très très dures contre les classes moyennes, les classes populaires dans ce programme, alors qu'il y a beaucoup d'enfumage sur l'immigration et l'insécurité, avec un bilan épouvantable. Tout cela fait que je pense que Fillon, il incarne un vieux monde, il incarne une vieille politique, et les Français ne veulent pas de cette vieille politique, ils veulent renouveler les choses, ils veulent changer les choses. Anita Hausser, les électeurs de François Fillon. Les électeurs de François Fillon, je dirais les électeurs de la primaire. On savait que les électeurs de la primaire étaient des cadres, CSP+, plutôt âgés, tout ça on le savait. Mais l'électorat était présumé modéré. Or là, c'est un électorat
très conservateur. Et c'est ça la surprise de cette primaire, c'est que personne ne s'attendait à ce que ce soit une majorité d'électeurs conservateurs, mais bien ancré à droite, qui aille voter. On s'attendait à plutôt un électorat centriste. Et Alain Juppé a fait conservateur, mais pas sarkozyste. C'est ça le paradoxe en plus. Pas sarkozyste, mais Alain Juppé a fait toute sa campagne et avait fait toutes ses projections sur l'électorat CSP+, modéré. C'est là où réside son échec. Oui, c'est vrai que c'est très important de se référer à la sociologie électorale parce que, d'ailleurs, je pense qu'au sein de la droite et sans doute même au sein du camp Fillon, il va sans doute y avoir aussi une forme de lutte sur l'interprétation des résultats parce que de cette interprétation des résultats découlera la stratégie pour l'élection présidentielle. Et comme le disait Claude Veil, il est effectivement clair que les électeurs qui se sont déplacés tant au premier qu'au second tour, ils sont représentatifs d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas représentatifs de l'électorat dans son ensemble, voire même des différentes composantes de la droite. C'est la droite patrimoniale qui s'est déplacée par opposition à la droite populaire. On l'a bien vu. Et d'ailleurs, le meilleur exemple... Vous voulez dire quoi, une droite de rentiers et de retraités ? De retraités et d'inclus, si vous voulez, de gens qui sont qui vivent plutôt confortablement et qui ne sont pas la tête au ras de l'eau en train de se préoccuper du descenseur social, du déclassement, etc., voire de la perte de leur emploi. D'un point de vue statistique, en revanche, ce qui est quand même très intéressant, effectivement, justement pour mieux comprendre aussi la victoire de François Fillon, c'est de comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy a réalisé seulement 20% au premier tour. Alors certes, il y a le rejet de Nicolas Sarkozy, on sait très bien que ça c'est quelque chose qui dure depuis maintenant un certain temps, mais surtout on voit que la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui était celle de s'adresser effectivement aux catégories populaires, à la droite populaire, était totalement en décalage avec ce que moi j'appelle le piège des primaires, parce que les primaires ne se déplacent que les plus politisés. On voit bien que le schéma... C'est un électorat stéréotypé en fait. C'est un électorat stéréotypé et on retrouve exactement les mêmes... sociologiquement minoritaire en plus. Sociologiquement minoritaire, et on retrouve les mêmes stéréotypes cette année pour la primaire de la droite que ce que l'on retrouvait pour la primaire de la gauche il y a 5 ans, parce qu'on va pas se mentir non plus, les catégories populaires ne sont pas allées voter davantage à la primaire de la gauche il y a 5 ans, d'où aussi les malentendus qui peuvent se produire autour d'un certain nombre de sujets, comme par exemple les questions liées, les enjeux liés aux questions de société. Les catégories populaires, lorsqu'elles votent de gauche ou de droite, c'est pas forcément les questions de société qui les intéressent en premier lieu, c'est plutôt des questions économiques et sociales. Et ça, effectivement, c'est un enjeu tant pour la gauche que pour la droite. Dans les triomphes romains, dans les triomphes romains, lorsque l'empereur descendait l'avenue, passait l'Arc de Triomphe, quelqu'un se tenait derrière lui et lui disait « Souviens-toi que tu es mortel ». Et je pense que Fillon doit se souvenir qu'il est mortel. Parce que c'est pendant la campagne des primaires, toutes les fois qu'ont été semées les graines qui ont entraîné les désastres politiques suivants. C'est pendant la primaire de 2007 que Strauss-Kahn et Fabius accrochent à Ségolène Royal la réputation d'incompétence. C'est pendant la primaire socialiste que Martine Aubry accroche à Hollande la réputation de mollesse qui le suivra pendant tout son mandat. Donc, le soir de la victoire des primaires, dites-vous que les emmerdements commencent. Hélène Pichowski. Bon, moi, il me semble qu'on exagère, si vous voulez, l'opposition entre l'élite et le peuple, les élites et le peuple. Mais il y a du monde entre les deux. Il y a les deux bouts de l'omelette, comme on dit. Nous. Non, mais nous, on est dans les classes moyennes. D'autant que le peuple, par définition, c'est large. Mais enfin, c'est dingue. Je trouve que c'est devenu la mode de dire constamment, il y a les élites d'un côté, le peuple de l'autre côté. Non, il y a plein de petites villes moyennes en province où les gens vivent heureux, relativement pas mal, on peut dire, si vous voulez. Il y a des établissements scolaires dont on n'entend jamais parler dans des villes moyennes, si vous voulez. Il ne se passe jamais rien. Bon, il y a des incidents, mais l'éducation nationale marche très bien dans tous ces établissements. J'aurais des tas d'exemples à vous donner dans les régions que je connais, si vous voulez. Absolument. Mais ces gens-là aussi, ils font partie de la droite. La droite en France, elle est plurielle, je regrette. Et l'électorat de François Fillon, c'est pas que les vieux cathos débiles et réactionnaires qui sont... Mais si, on dit toujours vieux. On a dit vieux. Moi, j'ai fait 2-3 bureaux de vote pour voir aussi, et j'ai vu qu'il y avait des jeunes. Il y avait aussi des jeunes qui sont allés voter. Il faut arrêter relativement petit. Il faut arrêter. On parle relativement. Mais il y a des jeunes qui ont envie de travailler, et même ceux
même les chauffeurs d'Uber, tous ceux-là qui sont pour le libéralisme, qui disent moi je me débrouille, je bosse et je gagne un peu d'argent et je m'en sors et tout ça, et qui en ont assez du discours misérabiliste et d'une protection sociale excessive, il y en a beaucoup, et je pense que ces jeunes-là, tous ceux-là, sont aussi allés voter. Non, mais il n'y avait pas que des âgés fortunés, mais globalement, le public de la primaire était en moyenne plus âgé, plus fortuné, plus favorisé que la population française. Quand on dit plus fortuné, c'est pas l'ISF, c'est nous, pas que des milliardaires. Je ne sais pas si Mme Bettencourt est allée voter. Oui, c'est pas faire l'opposition entre la droite patrimoniale et la droite populaire, c'est pas faire l'opposition entre le peuple et les élites. On n'est pas sur le même schéma. Mais c'est juste quand même avoir à l'esprit que d'un côté, il y a la droite patrimoniale qui est composée majoritairement... Les insiders, comme on dit, ceux qui bénéficient... Alors, ce sont des insiders, ils sont plus politisés. Il y a ceux qui bénéficient dans les grandes villes de la mondialisation, enfin dans les grandes métropoles, comme l'agglomération parisienne. Et puis, il y a aussi beaucoup de retraités. Et ce qui est intéressant quand même, et c'est là que ça peut être aussi source de malentendus pour la suite de la campagne présidentielle, parce que les retraités qui pèsent lourd aujourd'hui dans l'électorat Fillon, effectivement, le programme de François Fillon, ça leur parle. Allonger le temps de travail, supprimer des postes de fonctionnaires, baisser la dépense publique. Les retraités, ils voient ça d'un bon œil. Mais la question, c'est du côté des actifs, du côté des salariés, qu'ils soient d'ailleurs catégorie populaire, classe moyenne ou cadre supérieur, est-ce qu'ils ont vraiment envie, effectivement, d'être payés 39 heures, d'être payés 35 heures, tout en travaillant 39 heures? Va quand même falloir faire pas mal de pédagogie s'il veut aller jusqu'au bout et mettre en œuvre cette réforme. Ils en ont aussi assez d'être écrasés d'impôts, hein. Attention. Bien sûr, mais en même temps, ils attendent 45% des ménages qui payent l'impôt. Mais en même temps, ils attendent aussi des services publics efficaces. Et donc, c'est là aussi la question de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Ça suppose aussi moins d'instituteurs, moins d'infirmières sans doute, moins de médecins. Et ça, est-ce que les Français sont prêts à accepter ceci ? J'attends de voir. Mais ça dépend comment il va organiser les choses. Il n'a pas du tout. C'est là qu'il va devoir préciser vraiment en profondeur son programme. Et on ne sait pas comment vont se répartir les suppressions des fonctionnaires. Il va mettre l'accent sur certains secteurs plutôt que d'autres, bien évidemment. Comment et avec qui, Anita Osser? On commence à le voir, la réorganisation des Républicains, elle est en route. Bruno Retailleau a bien dit, il ne va pas affadir son programme. Bon, Bruno Retailleau, c'est quand même aussi un élu de Vendée assez dur, ancien proche de Philippe de Villiers. Ancien proche de Philippe de Villiers, c'est quand même quelqu'un qui est sur une ligne assez ferme, on va dire, dans la majorité, dans l'opposition, qui pourrait être la majorité de demain. François Fillon, il y a des gages, qu'est-ce qui peut garantir finalement qu'il ne va pas bouger d'un iota je vous disais, à la fin de la campagne? Au début du débat, je pense qu'il va bouger un peu. À travers la négociation qu'il va y avoir avec les centristes, l'élargissement. Je veux dire, ils trouveront moyen d'enrober ça. Mais dans l'immédiat, l'impératif pour lui, c'est de prendre le contrôle du parti, la direction du parti et les finances du parti. Ça, je crois que c'est... Il a quand même levé 17 millions d'euros avec la primaire. Hein. C'est quand même un trésor de guerre. Oui, c'est pas lui, c'est justement... En pièces de 2 euros. En pièces de 2 euros. Mais c'est primordial pour lui qu'il ait les mains libres, qu'il puisse agir pour continuer de bâtir son projet et lancer sa campagne. Homme de rassemblement ou règlement de compte en vue à la tête de LR, Claude Veil? Dans l'immédiat, il n'y aura aucun règlement de compte. S'il se confirme que Laurent Wauquiez s'en va, que Péchenard s'en va... C'était prévu. C'était prévu. Vous pensez vraiment que Wauquiez ne pensait pas sauver sa tête il y a encore? Non, c'est ce qu'il reste à droite de la culture césariste traditionnelle, qui est d'ailleurs très contradictoire avec la logique participative de la primaire. C'est qu'il était prévu, je crois même que c'est statutaire, que le gars qui gagne la primaire prend tout. Il prend les postes, il va pouvoir se passer longtemps. Il va pouvoir se passer longtemps d'NKM et Valérie Pécresse. Pardon? Il va pouvoir se passer longtemps d'NKM et Valérie Pécresse. Non, je pense que non, il est sûr. C'est un politique. François Fillon, il va évidemment s'arranger pour que tout le monde ait sa place dans le dispositif et n'exclure personne. Il n'a aucun intérêt à insulter. Va revenir dans le giron de François Fillon. En plus, très rapidement. On a parlé tout à l'heure, moi je trouve l'expression très très juste de droite patrimoniale. C'est-à-dire, c'est une droite en effet qui... en gros, attachée aux valeurs familiales, à une certaine conception traditionnelle de la droite, qui est pour
plutôt moins d'État, qui est pour revoir à la baisse le périmètre de la protection sociale, qui est assez allergique à l'impôt. On voit bien, c'est une droite très très classique. On la connaît par cœur, pas en France, où la droite française a toujours été atypique par rapport au champ européen. Et ça ressemble beaucoup à la droite espagnole du Parti populaire. Je vous assure, moi je connais très très bien l'Espagne. François Fillon aurait fait un excellent leader du Parti populaire en Espagne, comme il ferait un excellent leader conservateur en Angleterre. Pas dire qu'il ressemble à José María Aznar. Ou chrétien-démocrate en Allemagne. Il a cette fibre conservatrice qui caractérise toutes les droites européennes. En France, c'est plus chamboulé à cause de l'histoire du gaullisme qui a brouillé les lignes et les clivages. Et ce sera moins facile. Mais donc, il faut Le Monde titrait cet après-midi « Révolution conservatrice ». Je dirais que c'est doublement une révolution. Parce qu'effectivement, il y a eu une vague conservatrice qui s'est exprimée, mais parce que la droite française n'a jamais été, depuis 1958, vraiment conservatrice. De Gaulle récusait les termes de conservatisme. Giscard se revendiquait et était un moderniste d'une certaine façon. Quant à Chirac, il était aussi Ratsoc que gaulliste. Donc la droite conservatrice, au fond, en France, sauf peut-être sous Pompidou ou Mesmer, n'a jamais été vraiment au pouvoir. Mais non, c'est parce qu'il y a un côté péjoratif dans le terme de conservateur, pas du tout dans les pays anglo-saxons. Absolument. Voilà. C'est un conservatisme assumé. Et ça, c'est une vraie révolution. Et on en restera là pour ce débat. Merci beaucoup. Merci à Anita Hausser, merci à Hélène Plichowski, merci à Claude Veil et à Yves-Marie Cam d'avoir été avec nous. Restez ici puisque tout de suite, c'est comme chaque jour, un œil sur les médias, la suite de notre débat, mais vu du net avec Karim Yaoui. Bonjour Karim, bonjour un œil sur les médias. On revient d'abord sur la victoire de François Fillon, vue d'Internet. Vue d'Internet et notamment des sites d'information européens. La presse allemande en parle beaucoup, les sites d'info allemands en parlent beaucoup. Die Welt, par exemple, quotidien conservateur berlinois, qui souligne que cette nomination montre la volonté de présenter un candidat très marqué à droite. Alors rien de nouveau, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps. Le Spiegel Online également s'arrête un instant sur François Fillon, en soulignant qu'on admire le chemin parcouru par François Fillon. Ils sont un peu durs, ils expliquent qu'il a la réputation d'être l'incarnation de l'ennui dans la politique française. Le voilà désormais propulsé plus grand espoir de la politique européenne avec pour objectif faire barrage à Marine Le Pen et réformer un pays réputé irréformable. Et puis cet autre titre de la presse allemande, le Süddeutsche Zeitung, également souligne qu'au-delà du programme de François Fillon, c'est peut-être son style qui a fait pencher la balance, tout en soulignant qu'il incarne une forme d'honnêteté. Il n'a jamais été condamné, il n'a jamais été inquiété par le moindre juge. C'est surtout la page de sauvegarde ou d'urgence. Oui, c'est la page d'urgence, mais en tout cas, si vous allez faire un petit tour du côté du Süddeutsche Zeitung, quand ça marchera mieux, c'est la page que vous pourrez lire cet article si vous êtes germanophone. En tout cas... Cette page, elle fonctionne, c'est celle de Courrier International qui souligne que François Fillon a tout pour plaire à Poutine. Courrier International qui renvoie vers un certain nombre de sites russes, notamment celui-ci, Nezavisamaya Gazeta, je vais y arriver, qui explique, qui se fait l'écho des déclarations de Poutine au sujet de François Fillon. À mes yeux, M. Fillon se distingue notamment des politiques du monde d'aujourd'hui par son professionnalisme, son talent de négociateur. C'est un honnête homme. Alors ce qui est intéressant, c'est que les observateurs de ce site soulignent que ces déclarations ne devraient pas avoir d'impact négatif sur l'image de François Fillon. Et puis du côté de cet autre site internet, Politico, qui souligne que finalement cette victoire de François Fillon, c'est un peu une torture pour Marine Le Pen. Il va falloir qu'elle recalibre son logiciel puisqu'elle se préparait sans doute à affronter Alain Juppé et que les données sont désormais changées. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle beaucoup de Pénélope Fillon, mais cette fois-ci dans les médias britanniques, puisqu'elle est d'origine galloise. Le site du Huffington Post relaie quelques titres de la presse britannique, notamment le Daily Mail, avec cet article qui s'intéresse un instant sur la femme de François Fillon, qui sera un petit peu la First Lady de son village natal, qui est en effervescence déjà depuis le premier tour. Et puis le site Time, qui explique qu'elle
elle espère apporter un petit peu d'humour britannique. Alors, tous les médias aujourd'hui parlent de François Fillon. Il y a ce tweet d'Eugénie Bastier qui est assez intéressant et qui rappelle que lorsqu'on regarde tous les titres des hebdomadaires ces derniers mois, eh bien, on avait quasiment tous les candidats, mais François Fillon était étrangement absent. Et puis pour clore ce chapitre consacré à François Fillon, une petite pensée pour son homonyme François Fillon, qui va évidemment recevoir beaucoup de tweets et de messages. Ses amis lui transmettent leurs encouragements, voire leurs condoléances pour les prochains mois, voire les prochaines années. Merci beaucoup Karim, merci à nouveau à tous nos invités. Restez avec nous, à suivre tout de suite un nouveau journal.